Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et on a le plaisir d'avoir dans nos studios deux chargés de mission très importants pour l'Alliance israélite universelle qui s'occupent des écoles de l'Alliance. Donc Laetitia Digui, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne inspectrice de l'éducation nationale et aujourd'hui vous avez une redoutable mission, celle d'être un chargé de mission pour les écoles primaires de l'Alliance. Claude Sabat aussi, vous étiez un vétéran de l'éducation et vous êtes aujourd'hui chargé de mission pour les collèges et lycées dans le cadre de l'Alliance israélite universelle. Bonjour. Voilà, et donc on va parler aujourd'hui de l'éducation, de l'école, de la place, du rôle de l'école. Et je voudrais tout de suite vous dire, est-ce que l'école juive aujourd'hui, est-ce qu'elle a comme mission de former des consommateurs, c'est-à-dire des élèves, des consommateurs ou des usagers de produits, de services, ou d'enseignement, d'éducation, d'instruction? Qu'est-ce qu'attendent les parents? Qu'est-ce que recherchent les parents? Quels critères recherchent les parents pour inscrire leur enfant dans une école juive? Claude Sabat. Alors, je crois que c'est une question fondamentale parce que inscrire son enfant d'abord dans une école, c'est pas évident. Choisir la bonne école, l'école qui correspond à l'esprit de la famille, l'esprit qui correspond aussi au profil de l'enfant, au bien-être de l'enfant. Que recherchent les parents aujourd'hui? Plusieurs critères. Le premier, je pense, était pendant de nombreuses années la qualité de l'école sur le plan scolaire, sur le plan des résultats. Aujourd'hui, on peut dire que les écoles juives en général en France ont de très bons résultats dans la plupart des cas, et donc ce n'est plus tellement un critère de choix. Il y en a d'autres, plus importants. Parlons déjà d'un critère sécuritaire. Je veux que mon enfant aille dans une école où la sécurité de mon enfant est prioritairement respectée. Je veux être sûr que mon enfant se retrouve dans un cadre protégé. Le deuxième critère qui me semble important, c'est je veux que mon enfant se sente bien, soit heureux. Je veux que mon enfant s'épanouisse dans cette école. Que l'environnement, l'encadrement correspondent à quelque chose de positif et que mon enfant rentre le soir heureux avec le plaisir d'y retourner le lendemain matin. C'est un élément extrêmement important. Le troisième, bien sûr, c'est l'enseignement et la spécificité de cette école au niveau de l'enseignement et de l'éducation juive. Je choisis une école juive, donc par conséquent, il faut que l'enseignement juif corresponde à ma sensibilité et à ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant, en plus de ce que je transmets dans la famille, et que cela corresponde aussi à un critère familial. Donc voilà, plusieurs critères. Et donc vous êtes en train de nous dire simplement que les parents, la qualité de l'enseignement, ou la qualité de l'enseignement du Kodesh, pas simplement de l'enseignement général, c'est pas la priorité des priorités, c'est la sécurité, c'est le bien-être. Alors, Laetitia Digui, vous partagez ce point de vue? Alors, ces critères sont incontournables de toute façon. On choisit une école, et on choisit une école juive dans laquelle mes enfants seront bien et moi je serai tranquille. C'est vrai que ça fait partie actuellement de certaines raisons qui déterminent les choix de l'école juive ou des déplacements de l'école publique à l'école juive. Mais il y a évidemment, et c'était les derniers points évoqués par Claude, il y a aussi des critères de qualité, de conformité. Certes, presque toutes les écoles juives, en tout cas sous contrat, sont dans le respect des programmes, d'une conformité, des volumes horaires. Mais les écoles juives, maintenant, sont nombreuses. Ça veut dire qu'il y a aussi tout un panel de propositions et il faut se distinguer. Il faut arriver à d'abord bien identifier qu'est-ce qui fait la caractéristique de telle école ou chaîne d'écoles? Qu'est-ce qui fait la caractéristique des écoles de l'Alliance, par exemple? Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que les parents ont une chita, enfin une orientation religieuse, ils choisissent, et il y a un panel, il y a le choix pour la sensibilité religieuse des parents, c'est bien ça?
il y a le choix pour la sensibilité religieuse, qui va d'ailleurs se décliner, moi qui cherche toujours la conformité avec des volumes horaires plus ou moins respectés. Et une de mes missions dès le premier degré, c'est de vérifier qu'il y a une conformité du respect des 24 heures à réaliser effectivement devant les élèves, plus les horaires de Kodesh, plus les horaires d'Ivrit, ce qui fait que nos enfants ont des journées longues. Et quand Claude évoquait tout à l'heure aussi que nos enfants se sentent bien, qu'est-ce que nos écoles vont proposer pour que justement ces journées lourdes, parce qu'un petit enfant du privé et du privé juif a des journées beaucoup plus lourdes qu'un petit enfant ou qu'un grand élève. En termes d'horaire, en termes de volume horaire, en termes de variété et de densité des apprentissages, des sollicitations. On passe de l'enseignement général à l'hébreu, de l'hébreu, mais dès la maternelle, dès la petite section. Donc vous constatez, je vous pose la question à Claude et à Laetitia Guigui, il y a une qualité dans l'enseignement, est-ce que certains me disent il faut rendre un hommage aux enseignants, aux équipes, aux chefs d'établissement, qui font un travail remarquable au quotidien, dans la journée, et que parfois les parents, parfois indisciplinés, ne se rendent pas compte de toute la qualité qu'apportent ces chefs d'établissement, ces enseignants, Kodesh Echol, à leurs enfants. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Alors, absolument, et c'est bien de mettre l'accent et le point sur cet élément-là. Je vais y revenir simplement en terminant dans les critères tout à l'heure pour les parents. On en rajoute quand même encore un quatrième, qui est celui de l'école et de la proximité de l'école par rapport aux parents. C'est un élément géographique. C'est un élément aussi, les parents en tiennent compte. Et quand mais aujourd'hui, beaucoup d'écoles juives mettent à la disposition des parents des transports pour faciliter. Absolument. Mais vous disiez tout à l'heure, vous positionnez les critères par ordre chronologique, enfin, tels que moi je les ai présentés, 1, 2, 3 et 4. En disant donc le critère du rôle, on le place en troisième. Alors c'est là où il y a une grande différence. Chaque parent va prendre ces critères et va les classer selon sa chita, selon... Oui, mais parfois, Claude Sabat, vous entendez parfois des parents qui disent à telle école, elle a 100% de réussite au bac, donc c'est un critère qui compte pour moi. Mais vous dites non. Aujourd'hui, quelle est l'école qui n'a pas entre 90 et 100% au bac ? En France, au bac, le baccalauréat, c'est 92% de réussite. Vous voulez dire que dans les écoles juives, c'est banalisé Oui, plus ou moins. Je dirais que aujourd'hui, on a mis d'autres critères. Aujourd'hui, quand on regarde une école juive, on dit, ce n'est plus quel est le pourcentage de réussite, c'est combien as-tu eu de mentions très bien au baccalauréat. Ce n'est même plus les 100%. On est en train d'élever les critères de réussite au nombre d'élèves qui ont une option bien ou très bien. C'est-à-dire qu'au fond, c'est fini. Les 100% ou les 98%, tout le monde les a. Mais toutes les écoles de France. Est-ce qu'un des critères, Claude Sabat, est-ce qu'un des critères, c'est pas aussi les finances ? Je veux dire est-ce que certains parents pensent que l'école, c'est ce qu'on veut, mais ça revient trop cher. Et parfois, on nous répond de l'autre côté du rideau, oui, mais vous savez, les dépenses pour une institution qui gère des écoles sont aussi très difficiles. Laetitia Guigui. Tout à l'heure, je vous parlais de la densité de nos journées. Comprenons que le coût moyen d'un élève dans nos écoles est nettement plus élevé de par la multiplicité des sollicitations. Donc déjà, il faut que les parents se rendent bien compte. Décoder parce que c'est pas clair pour nos auditeurs. Nous avons les langues. Il y a plus de matière. Il y a plus de matière. Il y a une spécificité de la cache-route pour la cantine. On a la cantine qui coûte cher. On a toutes les matières juives qui sont absolument qui relèvent de nos choix et de nos finances propres. On a des projets spécifiques aussi parce que tout à l'heure, moi, je voulais revenir. D'accord, on parle d'écoles chères, on parle de critères, mais moi je crois que ce qui peut attirer aussi des parents actuellement, dans le contexte actuel, politique, économique et social, c'est que est-ce que les écoles
permettent de construire, d'accord, un futur bachelier, mais un citoyen juif éclairé de France. Vous êtes en train de nous dire que l'école juive a aussi pour mission de forger un homme juif, pas simplement un homme avec un bac, mais quand il sort du lycée, c'est aussi identitairement un homme construit sur le plan de l'identité juive. Et j'ai insisté en apposant un autre adjectif, un citoyen juif éclairé de France. On va en parler dans la seconde partie. Est-ce que l'école forme aussi des citoyens de la République? On va rentrer dans la dentelle. Mais les parents, je reviens sur le fait financier. En quoi les parents peuvent-ils être responsables de la cherté de la cantine, de la cherté d'une école? Est-ce que ça relève pas simplement de l'institution en général ou de la communauté en général? Alors, c'est-à-dire servir à la communauté, c'est le rôle d'une institution. Les parents vous disent, ça c'est le rôle et la responsabilité des institutions juives. Mais moi, parent, je peux pas suivre le prix qu'on me demande dans une école. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, c'est vrai, et parfois c'est un choix difficile pour les parents. Il faut le dire, le choix est difficile parce que, effectivement, l'école juive est chère, mais n'oublions pas que dans nos écoles, et particulièrement à l'Alliance, les bourses qui sont accordées à nos enfants permettent à tous les élèves, quels qu'ils soient et quel que soit le niveau de nos enfants, le niveau social de nos familles, d'intégrer nos écoles. Les bourses représentent près de 70% parfois des frais de scolarité, et on peut dire que dans nos écoles, pratiquement un élève sur deux est boursier. Un élève sur deux reçoit une bourse. Ce qui est le cas aussi dans d'autres écoles. Ce qui est aussi le cas dans d'autres écoles, bien sûr, mais plus le coût de la scolarité est important et plus la dotation en bourse que va fournir l'institution, et en l'occurrence l'Alliance, devient une charge extrêmement lourde pour l'Alliance et pour l'organisation de cette institution dans son ensemble. Parce que quand je vois les chiffres, je prends juste pour l'Alliance, Laetitia Guigui, les chiffres parlent, mais on va marquer une page en couleur et on reprend cette question au début d'une seconde partie. Restez avec nous après une page en couleur. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission des réponses sans tabou. Et je suis toujours très heureux de saluer encore pour cette seconde partie les chargés de mission, Claude Sabat qui est chargé de mission auprès des écoles de l'Alliance dans le cadre de l'Alliance israélite universelle, et Madame Laetitia Guigui qui est elle chargée de mission pour les écoles du primaire. Claude Sabat, vous êtes pour le collège et lycée, et Madame Laetitia Guigui, c'est les écoles primaires. Alors on était tout à l'heure en train de parler des finances, des bourses, comme toutes les écoles, etc. Parfois, les parents ne comprennent pas toujours les rôles financiers de l'institution. Mais est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise information de la part de l'institution pour les parents d'élèves ? Rapidement. Alors rapidement, probablement parce que les parents d'élèves, et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu des entretiens avec les délégations de parents d'élèves, les parents d'élèves ne se rendent pas compte de ce qu'est le contrat d'association avec l'État. Quand l'Alliance, comme toutes les écoles, signe un contrat d'association avec l'État, cela ne veut pas dire que tout est pris en charge par l'État. Une petite partie simplement du budget est pris en charge par l'État, en l'occurrence les enseignants et le salaire des enseignants, mais tout le reste, des enseignants de l'enseignement général. De l'enseignement général. Mais le personnel d'encadrement, le chef d'établissement, les surveillants, les le professeurs personnel de Kodesh, la cantine, tout ce personnel, la gestion, etc., tout est pris en charge par justement ce financement qui est demandé aux parents. Alors, les contraintes du contrat d'association existent, elles sont très lourde, il faut aussi le savoir. Je donne quand même un exemple pour que les parents n'oublient pas cet élément très important, à savoir un professeur. Un professeur est payé par l'État, c'est un agent de l'État, et son autorité n'est pas le chef d'établissement, c'est l'éducation nationale. Et donc, par conséquent, quand les parents se plaignent, et ce qui arrive de temps en temps... Vous avez du travail à faire parce que beaucoup de parents ne sont pas au courant. Laetitia Guigui, alors, moi, je voulais... les projets, la qualité du personnel,
et l'identité. Alors, la qualité du personnel, d'abord, je voulais saluer toutes les équipes. Et là, on est une équipe, nous, on est un duo aussi, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la plupart de nos écoles de l'Alliance. Il y a une direction primaire, il y a un chef d'établissement, et on essaye que la symphonie se déroule le mieux possible pour la réussite des élèves. Est-ce que vous estimez, pardon Laetitia, qu'on ne rend pas assez hommage, il n'y a pas assez de gratitude à l'égard de nos enseignants, de nos chefs d'établissement, toute école confondue? Il faut d'abord qu'on reconnaisse leur travail et qu'on les aide. Et l'Alliance a cet avantage qu'on leur offre des formations. Puisque dans le public, les formations sont inscrites dans les programmes, les plans de formation avec des remplacements, etc. Chez nous, il y a toute une construction de formation qui vise l'excellence. Il y a aussi tout un travail avec les associations de parents d'élèves qui multiplient les propositions, qui les financent aussi souvent pour aider, pour alléger. Quand on a des écoles du cirque, quand on a des séances de sophrologie, quand on a des ateliers divers, ce sont des coûts supplémentaires. Et c'est aussi quelque chose que les enseignants doivent élaborer en équipe, en journée de formation, en réunion de concertation. Ils en font autant, si c'est pas plus, que dans les écoles publiques, puisqu'il y a aussi tout un côté investissement pour que l'école marche mieux. Alors vous êtes en train de nous dire que les acteurs, les responsables de la communauté éducative juive, c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les conseillers psychologues, ne sauraient faire l'économie d'une réflexion approfondie sur cette interrogation incontournable? Relations parents-école, il faut une nouvelle réflexion pour mieux comprendre les deux entités? Nous améliorons la lisibilité. C'est-à-dire que la communication dans les écoles, dans les établissements... On a une question pour vous, Laetitia Guigui. Vous nous avez parlé qu'on forge des hommes identitairement quand ils sortent. Mais que signifie l'éveil à la citoyenneté dans le cadre d'une école juive contemporaine? D'abord et avant tout, c'est... Comme l'année passée avec le projet La Fontaine, on travaillait sur des valeurs universelles de la République, mais on travaillait en écho sur les valeurs de la Torah, sur les valeurs qui fondent nos textes et qui sont portés par nos textes. On travaille aussi sur la mémoire, parce que un enfant, c'est la mémoire qui va permettre au passé de s'installer dans notre présent, pour une meilleure inscription identitaire de nos élèves, pour mieux gérer leur avenir. Ça veut dire que il faut travailler sur ces valeurs citoyennes. Il faut travailler sur l'implication dans des actions, dans des projets de différentes durées, pour que ils puissent à la fois construire leur judaïsme, mais avoir une ouverture à l'autre, aux autres cultures, aux autres langues. L'altérité. Alors, en France, on rend hommage, Claude Sabat, on rend hommage à votre ami Jules Ferry d'avoir établi en 1880 dans la République l'école obligatoire et gratuite, mais on ne saurait oublier que cela existait depuis déjà plusieurs siècles dans le monde juif, parce que la reine Salomé, 2 siècles avant notre ère, déjà ouvrait les premières écoles gratuites pour tous les enfants, filles compris. Donc, est-ce que cette expérience du judaïsme, de la tradition juive, est connue des parents, des enseignants, des chefs d'établissement? Est-ce que si je dis que si on ajoutait 2 heures de Kodesh par semaine dans chaque école, dont 1 heure d'histoire, est-ce que ce serait quelque chose de bénéfique? J'ai interrogé, donc je vais vous dire pourquoi. J'ai interrogé 5 chefs d'établissement. Je leur ai posé qui est la reine Salomé. Un chef d'établissement savait qui était la reine Salomé. Donc il y a aussi l'histoire du judaïsme, de la tradition. Est-ce que c'est une question qui est posée sur la table aujourd'hui? Alors, d'abord, dans les écoles de l'Alliance, je crois que l'enseignement de l'histoire et de l'histoire juive se fait de façon assez régulière. Dire qu'il faut 1 heure de plus, et pourquoi pas, encore faut-il que nous puissions inscrire ce programme, cette progression à l'intérieur d'un programme extrêmement lourd que les élèves ont aujourd'hui, et que cela soit perçu et compris comme quelque chose un plus qui enrichit davantage encore ces jeunes pour justement trouver leur place dans un monde à la fois
républicain, mais aussi dans un monde communautaire, il est important de rappeler que nous formons aussi nos jeunes à être de futurs cadres communautaires. Laetitia Guigui, Claude Sabat pose la question de la qualité. La qualité, c'est aussi, ça vient aussi de la culture et de la formation de nos enseignants. C'est important. En ce moment se multiplient les propositions pour former sur l'histoire juive, pour former sur l'histoire du peuple juif, pour faire des parallèles et des ponts entre l'histoire juive, ce qui s'est passé dans le monde et en France, en France pour XY, pour Marie, pour Dupont, et pour le peuple juif. Que faisait-il? Qu'est-ce qu'il y avait comme grands hommes? Qu'est-ce qu'il y avait comme grands philosophes? Ça, c'est de la culture générale. Donc, j'ai une question dans ce sens, Laetitia Guigui, mais vous allez répondre rapidement. Mais c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, si je vous entends. L'école juive est confrontée à 2 défis majeurs. Premier défi, comment préserver une identité juive dans une société mondialisée, en proie à l'uniformisation de la culture, à la disparition des langues et des traditions, et comment permettre aux nouvelles générations juives de s'ouvrir sur le monde? Alors, si tu permets, voilà. Aujourd'hui, en disant ça, vous avez aujourd'hui placé le doigt sur... Non, l'école juive, c'est pas une tour d'ivoire. Voilà, ça doit être le projet d'établissement, le projet d'établissement institutionnel dans nos écoles, et particulièrement à l'Alliance, repose effectivement sur ce que vous venez de dire. Oui, parce que Laetitia Guigui vient de nous dire, Claude Sabat, que l'urgence serait de proposer à nos enfants de continuer à avoir cette ouverture au monde qui nous entoure, c'est-à-dire une ouverture à la différence, dit Laetitia Guigui, à l'altérité, à la divergence. À la divergence, bon, peut-être pas à la divergence, mais en tous les cas, à l'altérité, certainement. Et donc, dans nos écoles, je pense que ce travail se fait déjà depuis un certain nombre d'années et se fait très bien. Remercions encore une fois, je crois, en disant cela, la qualité, le travail réalisé par nos professeurs et particulièrement le travail réalisé par les chefs d'établissement qui sont la cheville ouvrière, ne l'oublions pas, de nos écoles et qui sont les maîtres d'œuvre, les chefs d'orchestre de nos équipes. Alors certains parents nous disent, attention, il ne faut pas que l'école juive ne doit pas être un espace de renfermement, parfois mental, une sorte de tour d'ivoire narcissique où l'élève n'est invité qu'à regarder toujours dedans et jamais dehors. Voilà. Laetitia ? Cette année, par exemple, je suis en train de proposer un nouveau projet qui n'altère pas le quotidien, les projets en cours, mais qui va permettre, à l'occasion des 160 ans de l'Alliance d'ailleurs, de travailler sur un support culturel qui s'appelle les contes. Et les contes judéo-arabes, les contes judéo-espagnols, les contes yiddish, etc., montrent comment les Juifs vivaient plus ou moins bien, mais ils vivaient, ils communiquaient, ils échangeaient, ils partageaient les cultures de tous ces peuples dans le monde. Ça aussi, c'est le rôle de l'école juive, Laetitia ? Je pense que se pencher sur les autres religions, sur l'art, sur la musique, sur la littérature... Oui, mais excusez-moi, mais parfois vous rentrez dans une école de terminale, vous demandez à des élèves en terminale qui est Emmanuel Lévinas, très peu savent qui il est, qui est Léon Ashkenazi, on ne sait pas, on ne connaît pas sa propre histoire. Alors, est-ce que l'idée de renforcer le Kodesh par l'étude des textes fondamentaux du judaïsme, c'est pas une des priorités ? Alors, c'est une priorité dans la mesure où on travaille de la transversalité avec le rôle. C'est très important. Cet enseignement-là ne peut pas faire abstraction de l'enseignement du rôle. Parce que dans le rôle, on peut retrouver... c'est une phraséologie stérile. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. C'est une transversalité, les parents ne comprennent pas. La transversalité, c'est trouver des ponts, trouver des échos sur des valeurs qui résonnent d'un champ à un autre. Et ça veut dire aussi augmenter la richesse culturelle, les apports de formation, ce qu'ont nos équipes actuellement. C'est en cours en permanence. Ils s'ouvrent aux différents contextes historiques, culturels, dans lesquels ont été produits tel texte, quelle partie de l'histoire, etc.
Alors, on a 1 minute. Laetitia Guigui, vos écoles. Juste un mot sur vos 3 écoles primaires et Claude Sabat, vos écoles collège et lycée. Alors, les 3 écoles primaires, plus celles qui sont affiliées, mais c'est surtout nos 3 écoles primaires. Pour le moment, je trouve qu'elles sont bien dirigées, que les équipes... Alors, elles sont situées où? Alors, Gustave Leven, c'est dans le 16e, à la rue Michel-Ange, avec une nouvelle directrice et même une coordination pédagogique et vie scolaire, parce que c'est important d'être près des enseignants pour les aider. Il faut les aider et il faut créer des liens. Ensuite, il y a l'école de Pavillon-sous-Bois, avec aussi sa directrice et le chef d'établissement. Il y a l'école Rachi, dans le 17e. 3 écoles. Claude Sabat, pour les toutes parents. Différentes. Alors, 3 écoles, l'école du 12e, l'école du 12e, Pavillon-sous-Bois et Rachi. Voilà, donc tout ça, c'est l'ensemble du réseau scolaire de l'Alliance israélite universelle dont vous avez la responsabilité. Laetitia, un dernier mot pour Paris. C'est Paris. On a d'autres écoles ailleurs, mais c'est celle de Paris que nous évoquions. Autrement, vous restreignez le champ de l'image de l'Alliance. Un mot sur l'éducation juive, demain, les nouveaux défis, juste un mot. Pour moi, les nouveaux défis, c'est l'ouverture culturelle et les langues. Les langues, bien entendu, l'ouverture culturelle et ne pas oublier aussi l'histoire contemporaine. Et pas le Kodesh. Mais bien entendu. Mais bien entendu. Bien à vous. Merci d'avoir été nos invités. À très bientôt. Shavua tov à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.